Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Lebrun. Emmanuel, bonjour. Bonjour Sylvain, C'est un plaisir de te recevoir parmi nous aujourd'hui. merci, plaisir partagé, merci d'avoir fait cette invitation. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, mais dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie. Alors je suis restaurateur suite à une reconversion professionnelle, donc l'activité de restauration a démarré en novembre 2022. Donc le restaurant s'appelle Le Sabot Vert, il est situé à Seclin, au carrefour des autoroutes vers Lille et vers Arras. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, tu es restaurateur, mais tu as fait plein de choses dans ta carrière. Une carrière très variée, si je puis dire. Effectivement, toujours dans l'univers de la logistique, hein. Donc comme la logistique peut mener à tous les chemins, et en particulier celui de la restauration. Donc effectivement, quelques expériences très très enrichissantes. On va voir que tu as eu une expérience où tu as géré des milliers d'articles pour des milliers de clients et aujourd'hui, tu es à une échelle un peu plus humaine. Donc ça va être très intéressant. Pour commencer, je te propose de parler de tes études. Donc tu as fait un DUT en gestion logistique et transport. Oui, exactement. Donc bon, je suis un petit peu âgé, hein, par rapport peut-être par rapport à toi déjà. Donc Ouais. parce que je vais avoir bientôt 53 ans. Et effectivement, cette formation DUT gestion logistique et transport que j'ai faite à Lille était l'une des premières en France. Voilà. D'accord. Et dans ces études, du coup, qu'est-ce que tu as appris? Ce qui était très très intéressant, c'est que c'était assez large, donc ça pouvait aller donc de la gestion financière, de l'économie, de la comptabilité, mais également du marketing, de la négociation commerciale, et puis après toutes les activités liées au transport maritime, fluvial, aérien, terrestre. D'accord. Donc ça touche un peu à tout. Des Exactement. études assez larges. Mm. À l'issue de ces études, tu as décidé de faire ton service militaire. La question c'est, l'as-tu vraiment décidé? Comment ça se passait à Donc l'époque? à l'époque, c'était encore obligatoire, hein. Donc le service durait 10 mois, et en réalité, je pense que j'en ai fait 9 avec les permissions accordées, un départ anticipé, puisque j'avais trouvé également un emploi tout de suite au sortir de l'armée. D'accord. Et dans ton service militaire, est-ce que tu étais dans la logistique aussi? Absolument pas. Quoique, donc en fait, j'ai fait mes classes donc au 43e régiment d'infanterie à Lille, et le reste donc de la période à la caserne Vandamme à Lille, qui est pas très loin donc de la porte de Paris. D'accord. Très bien. La caserne Vandamme. Voilà. Et donc là, pas vraiment de la logistique, mais j'ai été au service donc d'un général, hein, puisque c'était la direction du service de santé, et donc il y en avait une antenne sur Lille, comme il y en avait d'autres ailleurs en France, en l'occurrence sur Strasbourg. Voilà. Est-ce que cette discipline militaire, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui dans ton quotidien de restaurateur? Même si aujourd'hui je suis pas en cuisine, mais l'organisation est un élément clé, que ce soit en cuisine comme au service militaire, comme dans l'armée. Ouais. Oui, c'est comparable. Oui. Euh, Ensuite, donc à l'issue du service militaire, tu as intégré l'entreprise André Fasson. Donc là, on est en 1995, l'année de ma naissance, voilà. Tu es rentré dans le monde du travail l'année où je suis né, donc c'est intéressant. Euh, André Fasson, c'est l'entreprise qui faisait quoi? Donc André, à l'époque, donc c'est le groupe André qu'on a pu connaître pour certains d'entre nous, peut-être un peu plus âgés, donc les chaussures André. Mais c'était pas que cet environnement-là, donc il y avait beaucoup d'enseignes, en l'occurrence la Halle aux chaussures. On avait également donc des marques de prêt-à-porter, type Crix, Carole, Liberto, Koukaï, des marques également donc dans le vêtement de travail, Adolphe Lafont. Mhm. Donc c'était vraiment un groupe assez important, et l'idée de l'époque, donc des anciens dirigeants, était de créer une filiale de travail à façon pour les sociétés du groupe André. Voilà, donc André Façon. Et le travail à façon, en fait, c'est de l'achat du tissu jusqu'à la livraison donc d'un article prêt-à-porter donc en magasin. D'accord, donc ça intègre les étapes de fabrication et jusqu'à la vente. Exactement. Et parmi les étapes de fabrication, il y a les étapes avant la fabrication et avant les délocalisations. On y reviendra peut-être par la suite, hein. Donc la démarche d'achat du tissu, de contrôle qualité des tissus avant de les délocaliser, pardon, qui ensuite seront confectionnés et rapatriés donc sur le territoire national.
Très bien. Et alors du coup, cette dimension internationale, avec cette entreprise, concrètement, comment ça se passait? Tu étais en relation avec des entreprises du coup d'Europe, du monde? Donc on délocalisait essentiellement donc sur les pays du Maghreb, en l'occurrence Maroc et Tunisie, et après sur l'Europe de l'Est, en l'occurrence la Roumanie. Et donc pour ce faire, il fallait transporter, donc en relation avec les transporteurs qui distribuaient ces destinations-là, qui à l'époque n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui, parce que les réglementations, les gouvernements des époques n'étaient pas forcément les mêmes. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des camions qui voyagent dans toute l'Europe, qui traversent la Méditerranée. Toi, tu as connu c'est un peu les débuts de ça, où il fallait donc négocier peut-être avec les douanes, avec... Exactement, ouais, tout à fait. Donc il fallait vraiment montrer patte blanche sur l'ensemble des documents douaniers, parce qu'on était extrêmement contrôlé dans les pays, mais également au niveau français. D'accord, ouais. Ouais, donc quand les camions revenaient, il y avait une certaine méfiance peut-être de ces camions qui arrivaient. Après, effectivement, il pouvait y avoir pas dire des contrefaçons, mais en tout cas des choses qui ne devraient pas être. Mais en l'occurrence, on a toujours travaillé avec des personnes et des sociétés qui étaient extrêmement sérieuses, que ce soit dans les pays ou les transporteurs, et on n'a jamais eu de mauvaises surprises. Voilà. Bon, ça c'est plutôt rassurant. Ensuite, à l'issue de cette expérience, tu as intégré l'entreprise CTI. C'est quoi comme type d'entreprise? Alors CTI, donc c'était à l'époque le leader européen donc dans le linge de lit junior sous licence. Et en l'occurrence, on avait les licences pan-européennes Disney, mais il y avait également d'autres licences, donc telles que la Warner, telles que Mattel. Donc si on prend Warner, on peut reprendre éventuellement Harry Potter. Si on peut prendre Mattel, on peut prendre Barbie. Et puis si on peut prendre Disney, effectivement, tout l'univers de Disney. Ok, ouais, donc t'avais tout ce qui était couette, thé d'oreiller, Mickey, Barbie, ça passait par tes entrepôts. Ça passait obligatoirement, donc les grands distributeurs, que ce soit nationaux ou européens, étaient obligés de passer par cette entreprise pour pouvoir acheter le linge de lit et pouvoir le vendre sur leur marché. D'accord. Et donc toi, tu gérais la logistique et comment dire, la fabrication aussi de ce linge de lit? Donc moi j'étais en charge de plusieurs entrepôts avec D'accord. donc des équipes principalement dédiées en logistique, mais on avait également un service achat qui traitait avec les différentes sources d'approvisionnement. Elle pouvait être la Turquie, elle pouvait être sur l'Asie, la Chine, l'Inde en l'occurrence, mais également d'autres pays où les coûts de fabrication étaient forcément un peu moins élevés. Voilà. D'accord, ouais. Voilà. T'avais évoqué avant ce live que dans cette entreprise, gérer 4 millions de Oui. pièces par an. Ça a été quoi le challenge du coup avec une gestion d'autant de stock? Eh bien, donc en fait, il y avait je dirais une double finalité, ou alors une double comment dire une double obligation. Donc quand je suis arrivé dans cette entreprise, le challenge c'était de retrouver les marchandises à l'intérieur des entrepôts. On savait pas où c'était rangé, quoi. Et effectivement, donc on avait la chance de trouver allez une fois sur deux, de trouver les bons articles dans les bons emplacements, mais aucune chance de trouver les bonnes quantités. Aïe, aïe, aïe. Donc ça a généré beaucoup de personnel en plus pour trouver les pièces. Donc je suis sûr que c'était un peu ubuesque. Ouais, donc il y avait un budget rangement, C'est et un ça. budget trouvaille, quoi. Voilà. Et donc en fait, en travaillant avec les services informatiques, en travaillant avec les équipes, en amenant beaucoup de pédagogie et beaucoup je dirais, de contrôle, et en l'occurrence par la mise en place de contrôle par inventaire tournant permanent. Donc on est arrivé à une situation d'assainissement des stocks, puisqu'on avait quand même à l'époque une dizaine de millions d'euros de stocks, ce qui est quand même pas C'est neutre. mal, ouais. Donc les enjeux étaient importants. Et également, donc une fois que ça a été fait, en l'espace de quelques mois, on a réussi ce challenge. Après, l'autre challenge a été donc de faire et de mettre en place ce qu'on appelle le prêt à vendre. Le prêt à vendre, c'est-à-dire que les articles arrivent en magasin déjà étiquetés ou double étiquetés ou triple étiquetés, et également des fois mis dans des box où le box est juste à déposer en surface commerciale. Dans le rayon. Dans le rayon. Tout simplement. Voilà. Et donc sur les 4 millions de pièces que l'on traitait par an, 2 millions étaient retraités en entrepôt ou chez des prestataires logistiques. Ah oui, donc il y avait des intermédiaires encore. Exactement, après. tout à fait. Donc ça fait énormément d'interlocuteurs. Comment on fait pour pas se perdre dans cette myriade d'interlocuteurs? Bon, je pense que c'est l'organisation, de la gestion et puis l'engagement. L'engagement, c'est important dans l'entreprise.
et croire à un projet, donc un gros projet de développement, puisque pendant tout le temps de l'expérience dans cette entreprise, l'entreprise a toujours une croissance très très positive. Et puis c'était très très intéressant puisque travailler avec tous ces grands distributeurs ou détaillants nationaux ou internationaux est hyper enrichissante. En l'occurrence, travailler sur les cahiers des charges, donc ce que pouvaient nous imposer les centrales d'achat. Ouais. Des fois des choses un peu quand même rocambolesques, hein, mais voilà, c'était super super riche, quoi. Et quand on avait des opérations, il fallait livrer une quarantaine de camions complets sur toute l'Europe pour une grande chaîne. Pas mal. Ou alors livrer en simultané 600 magasins en Allemagne, donc en l'espace de 48 heures. Ouais, pour Donc, que c'est des tous les challenges. produits soient disponibles le même jour Exactement. dans tout le pays. Ouais, donc ça c'est vraiment très 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 enrichissant et puis c'est galvanisant. À partir du moment où toutes les équipes réussissent ces opérations et que les clients sont satisfaits, voilà, c'est génial. Tu t'étais pas submergé par une certaine pression peut-être quand il y avait 600 magasins comme ça à livrer? Mais effectivement, donc il y avait la pression donc d'avoir les approvisionnements en temps et en heure, la pression de préparer les commandes en temps et en heure, donc personnalisées comme le client le souhaitait, la pression de trouver les camions, puisque c'était pas forcément toujours évident, donc de trouver les bons partenaires en messagerie nationale ou messagerie européenne, et effectivement de pouvoir délivrer les produits en temps et en heure. En règle générale, ça se passait plutôt bien. D'accord, ouais. Et t'as pas mis un peu un coup de pied dans la fourmilière en changeant les habitudes de travail avec ces fameux stocks roulants permanents, c'est ça? Donc les inventaires tournants permanents. Inventaire tournant permanent. Ouais, effectivement. Donc, et ça passe par la pédagogie, donc ce qui est super important. Donc on peut pas imposer aux équipes des changements sans un accompagnement. Et donc, à partir du moment où les personnes se rendent compte que le temps gagné est un temps pour eux, c'est moins de stress, puisque si on trouve le bon produit au bon endroit, dans la bonne quantité, c'est pas qu'on a le sentiment, mais on est plus efficace dans son action du quotidien. Déjà, c'est super important. Bon, bah on voit qu'en tout cas, le côté humain, c'est quelque chose qui était important dans ta carrière. Ah, carrément, oui, bien Et sûr. que ça l'est toujours aujourd'hui avec le personnel de ton restaurant. Ensuite, après l'expérience chez CTI, t'es parti chez Nidel. Donc Nidel, c'est une entreprise qui fait aussi donc du linge de lit. Donc c'est du linge de table technique. Ah oui, en linge de table l'occurrence. technique, donc des C'est nappes. une vieille marque. Une vieille marque de nappes. De Et pas nappes. une marque de vieille nappe, c'est pas pareil. Dans cette entreprise, elle était dans une phase de délocalisation. Donc cette entreprise, à l'époque, quand j'ai été recruté, était en plan de continuation. C'était une entreprise qui avait donc des difficultés économiques importantes. Donc le tribunal lui avait donné donc un certain temps pour se remettre d'aplomb. Et quand j'étais recruté, il me semble que c'était en 2008, donc l'entreprise pouvait de nouveau recruter donc des cadres dirigeants. Et en l'occurrence, j'étais en charge de parachever donc la délocalisation des productions qui avait déjà été entamée. Qui avait été entamée de manière plus modeste, mais là il fallait vraiment la terminer, et sur des produits très techniques, hein, donc ce qu'on appelle nous dans notre vocabulaire donc des inductions acryliques et des inductions PVC. Donc les nappes, elles étaient compliquées à fabriquer. Exactement, c'est fait. Ouais. Donc il fallait trouver les bons partenaires. Avec les bonnes machines et les ouvriers qualifiés pour Exactement, oui, tout à fait, parce que le savoir-faire n'existe pas forcément dans tous les pays. Donc la nappe enduite ne ressemble en rien à la toile cirée, c'est absolument pas la même chose. Non, ouais, c'est complètement différent. Et l'induction PVC était un challenge important à mettre en place. Et en l'occurrence, le seul partenaire qu'on ait trouvé pour le mettre en place, qui correspondait à notre grade de qualité de l'époque, se situe en Allemagne. D'accord, ouais. Quand on parle de délocalisation, les gens pensent aux images qu'on voit dans les infos, aux infos où on voit forcément les salariés qui en souffrent. Toi, t'es arrivé du coup chez Nidel où ça avait déjà été entamé ce processus. L'idée, c'est de faire survivre l'entreprise parce que j'imagine que on pourrait tout simplement fermer mais perdre d'autant plus d'emplois. Là, l'entreprise survit. Et donc cette démarche, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Effectivement, donc soit les dirigeants d'entreprise décident de fermer toutes les structures en France, ou alors faire en sorte qu'elles soient hyper allégées et délocalisées complètement. Mais Nidel avait quand même des savoir-faire en l'occurrence sur de la confection donc de nappes, et des nappes là aussi, hein, donc il y a nappe et nappe, hein, donc tous les ourlets des nappes sont pas identiques, et il y a des ourlets très techniques, hein. Quand on parle de coin capuchon, ça va peut-être pas te parler. Ah ouais, je ne connais pas du tout en coin capuchon. Mais voilà, mais le coin capuchon, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire en confection, et donc il y a certaines spécificités qu'on ne
qu'on ne savait faire que dans notre atelier donc d'Elem. Également, on avait un atelier de broderie. Et on avait aussi beaucoup de personnes donc, dans les grands magasins, en l'occurrence Printemps, Galerie Lafayette, donc des démonstratrices, comme vous pouvez les voir dans les corners. À l'époque, quand je suis arrivé, on était 130 salariés en 2008. Mais en 2008, la situation se redressait bien, mais malheureusement, début 2009, il y a eu une grande crise économique. Ah oui, la fameuse crise des subprimes Je crois que c'est qui ça, vient ouais. des États-Unis, ouais. Voilà, et donc, et du jour au lendemain, les grands magasins ont fermé tous les verrous. Et donc, ce qui fait que l'ancien dirigeant a dû demander la résolution du plan social, ce qui revenait à mettre l'entreprise donc en liquidation et donc et potentiellement être reprise par des différents candidats. Ouais. Donc quand il y a une reprise, il y a d'autres entreprises qui peuvent racheter pour fusionner, Voilà, ou donc, garder les marques, par exemple. donc là, en l'occurrence, la personne qui a eu l'aval du tribunal de commerce de Lille avait un projet. Donc certes, on a dû licencier un certain nombre de personnes. Donc on est passé de mémoire de 130 personnes à 70 ou 80 personnes, mais on a pu conserver, et ça c'était important, 80 personnes. Je dis on a pu parce que le repreneur m'a associé donc à la reprise de l'entreprise de manière modeste, hein, mais donc j'étais devenu salarié actionnaire de l'entreprise. D'accord, ouais, donc tu as quand même pris un rôle important dans cette phase-là. Exactement, oui, tout à fait. Très bien. Chez Nidel, en parallèle de cet emploi, tu as décidé de reprendre des études. Exactement, donc ayant un bac plus 2, ayant un certain nombre d'expériences, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de valoriser ces expériences au travers donc, d'un diplôme. À l'époque, je trouvais important d'avoir ce diplôme. Et donc, j'ai repris donc, un cursus en IMBA à l'EDEC. Alors, EMBA, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que ça veut dire, donc un MBA, c'est un master, c'est le nom américain du master, Master's Degree, en Business Administration. Mhm. Et EMBA, c'est quand on est sur la formation continue. C'est ça, Quand exactement. on reprend un parcours scolaire après avoir arrêté les études pendant un certain temps. Exactement. Et donc, ça consistait en quoi ce diplôme ? C'est comment dire, une formation qui est quand même très 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 poussée, donc avec au niveau des intervenants donc de grosses pointures. Mhm. Donc effectivement en termes de contenu et de richesse, c'est très impressionnant et très très lourd parce que faire cette formation en continuant son activité professionnelle et d'autres activités associatives ou autres. Voilà, il faut vraiment s'accrocher. Et puis ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, puisqu'on a eu l'occasion aussi de faire des voyages, en l'occurrence en Inde, pour découvrir des entreprises. Et en l'occurrence, on avait découvert un gros site Unilever en Inde. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Ce que je me demande, c'est quand on reprend les études après longtemps, comment on se sent, et aussi, du coup, comme tu dis que c'est très prenant d'accumuler le travail, les études, comment tu as fait pour gérer tout ça et aussi ta vie personnelle ? En fait, on dort peu. Parce que le secret, il est là. Le secret, ce sont les insomnies. C'est ça. Donc, en fait, j'ai la chance de ne pas dormir énormément. Donc, Avantage. ouais, donc, ce qui permet donc, de pouvoir essayer de mener tous les chantiers de front. Ouais. Bon. Et d'autant plus qu'à l'époque de Nidel, on avait racheté une autre entreprise sur un autre métier, qui était l'entreprise Alpa, qui était vraiment un leader sur les plateaux de service donc en plexiglas. Et donc là, j'ai dû aussi apprendre d'une certaine manière, un nouveau métier et des nouveaux produits que je connaissais absolument pas. Comme quoi la logistique peut mener à différents chemins, hein, donc que ce soit le prêt-à-porter, que ce soit le linge de lit, le linge d'étape technique, donc des plateaux de service. Et puis après, on verra dans l'une de mes dernières expériences, même de l'imprimerie. Donc, Incroyable. Incroyable. Moi, ce qui m'impressionne quand même dans ton parcours, c'est cette capacité à toucher à tout et à cumuler effectivement ces responsabilités. D'où ça vient ? D'où tu penses que ça vient cette capacité à quand même supporter autant de poids sur tes épaules ? Ben, en fait, je pense que dans l'éducation familiale, donc le sens du travail et de l'engagement, c'est très
très présent chez moi, chez mes frères et sœurs également. Et donc, de manière, je dirais, très, très simple, hein, on est issu d'un milieu modeste, donc d'un milieu ouvrier, et on a toujours cru à cet ascenseur social. Donc, ça veut dire que par le travail, par l'engagement, on peut réussir. Donc, effectivement, il faut se donner les moyens de le faire, même si on n'a pas forcément toutes les capacités intellectuelles que peuvent avoir certaines autres personnes. Donc, nous, en tout cas, moi en l'occurrence, c'est le travail, c'est la persévérance et la patience. Et on reviendra sur ce double P après, patience et persévérance. Ouais, c'est un beau slogan, si on peut dire. Après, donc, cette expérience chez Nidel, donc ta formation, ton EMBA, tu es pas allé jusqu'au bout. Non, j'ai pas pu aller jusqu'au bout puisque en fait j'ai dû quitter cette entreprise en 2014 et donc j'ai pas pu terminer cette deuxième année. D'accord, ouais. Après ça, tu as eu une opportunité de créer un centre de formation. En fait, j'ai eu l'occasion donc de rejoindre des amis qui avaient créé un centre de formation sur les métiers de la logistique qui s'appelle Logi9 Formation. C'est une formation qui est un peu différenciante dans le sens où elle délivre un label de compagnon de la logistique. Et quand on parle de compagnon, on pense souvent aux compagnons du devoir. Et donc avec un certain nombre de valeurs et d'expériences et d'expertise poussées. Et c'est ce qui m'a amené à rejoindre cette équipe-là. Et donc, dans cette équipe, qu'est-ce que tu faisais alors ? Donc j'étais à la fois, donc il fallait créer du contenu, donc créer des programmes de formation dans le cadre du label, mais également donc donner les formations. Et donc les formations étaient dispensées à la fois en théorie sur le centre, mais également en pratique dans les entreprises, pardon. D'accord, donc tu pouvais être appelé en tant que formateur pour venir En fait, dispenser en interne. nos apprenants donc apprenaient la partie théorique sur le centre de formation, et ensuite on les amenait donc dans les entreprises, et on les suivait dans les entreprises. Et globalement, on avait un taux de retour à l'emploi d'environ, il me semble, 85-90%. Ah ouais, c'est pas mal. Yeah. Donc dans ce centre de formation, tu avais cet aspect formateur. Toi, c'est quelque chose qui te plaît de transmettre tes connaissances, parce que dans ton parcours, tu as quand même touché à plein d'aspects de la logistique. Yeah. Donc tu as quand même une certaine légitimité, tu connais toutes les phases de la logistique, mais du coup, voilà, est-ce que tu prends un certain plaisir à transmettre ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important, en fait. À partir du moment où on a la passion, on essaie de retransmettre cette passion et cette rigueur aussi, hein, parce que la logistique, c'est quelque chose, c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de rigueur. Quand on prépare un produit, tu vas acheter un produit sur une plateforme. Tu veux recevoir le bon produit dans son bon conditionnement, donc à la bonne date. Donc le droit à l'erreur est très peu présent, hein, même si aujourd'hui on pourrait, c'est pas plus forcément le cas puisqu'il y a tellement de ventes comme ça sur le net que des fois on reçoit pas les produits en temps et en heure et pas les bons transporteurs. Et ouais, voilà. J'ai étonnamment remarqué que les délais sont plus longs aujourd'hui. Genre on est un peu revenu au délai d'avant. Il y a un moment où on pouvait recevoir les colis en 2 jours, Ouais. et maintenant on les reçoit à nouveau en 4-5 jours. Peut-être parce qu'il y a trop de volume. Moi, je pense que c'est principalement de la recherche de coûts. C'est-à-dire que en fait, comme en tant que consommateur, on n'accepte plus de payer un coût de transport. Ouais. Mais sauf que le produit, il doit quand même être acheminé. Ouais, le coût de transport existe toujours, ouais, on peut pas le supprimer. Voilà. Après, on a beau vous dire, voilà, à partir de 50 €, le transport est gratuit. Il est jamais gratuit puisqu'il est déjà inclus dans les 50 € de fait. C'est ça. Et donc, effectivement, maintenant, vous avez de plus en plus la possibilité de choisir le mode de livraison avec des livraisons en point relais, par exemple, ou en point de retrait, des livraisons à domicile avec différents temps de transport. Ça peut être des transports lents ou des transports rapides. Mais dans ce cas-là, vous allez ajouter un supplément sur le coût de transport. Ouais. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur voilà, les coûts de transport. Quand j'ai acheté ces micros que vous voyez, ces pieds de micro que vous voyez ici, donc pas le micro, juste le pied, je comparais les prix sur internet et je vois un site où le pied de micro est 5 € moins cher. Et je me dis, étrange. Donc je fais ma commande, je fais mon panier, et là je vois que les 5 € de frais de port se rajoutent à la fin. Mais je réfléchis, je me dis, mais je les paye qu'une seule fois. Et je peux prendre 3 pieds de micro.
Donc au final, j'ai payé mes frais de port une seule fois, alors que si j'avais acheté sur un autre site, je les aurais payés 3 fois. Ah oui. Donc j'ai économisé 10 € juste parce que le site me permettait, dissocier les frais de livraison du produit. D'accord. Et aujourd'hui, il y a peut-être ce manque de transparence qu'on a sur les plateformes, puisque comme les gens ne veulent pas payer de frais de port, on les fait disparaître, mais au final, on les paye toujours et on en paye même peut-être plus qu'avant. C'est possible. Ouais. Ouais, je trouve ça incroyable qu'au final, on a fini par se faire avoir là-dessus. Il faut toujours on peut pas être exigeant sur une prestation si on la paye pas. Donc, quel que soit le domaine. Et en l'occurrence, les transporteurs font un job extrêmement difficile, les logisticiens aussi, et il faut absolument les rémunérer. C'est pas possible autrement. Donc, je pense à la population des préparateurs de commandes. Même si de plus en plus on a des aides à la préparation, ça reste un travail qui est extrêmement physique, qui est soumis à des quotas également de préparation. Donc effectivement, il faut pouvoir rémunérer et rétribuer toutes ces populations qui sont d'une certaine manière aussi les ouvriers d'hier, les ouvriers d'aujourd'hui en logistique, quoi. Tout à fait, ouais. Dans cette aventure donc d'organisme de formation, l'aventure a fini par s'arrêter. Tu n'es pas resté formateur. Non, moi j'ai eu l'occasion de former donc des opérateurs polyvalents en logistique, mais également donc de futurs responsables de plateforme. Donc je suis resté un peu plus de 2 ans dans cet organisme de formation. On avait à l'époque l'idée de pouvoir ouvrir d'autres centres, mais c'est quand même un monde un peu particulier, le monde de la formation, qui est un petit peu, je vais dire clairement, un peu noyauté par certains grands opérateurs. Et effectivement, ça a été compliqué à l'époque d'ouvrir d'autres centres. Cependant, j'ai pu rebondir en travaillant donc sur une autre entreprise qui s'appelle HPC Adlis à Templemar. Et donc un nouvel univers, l'univers de l'imprimerie, et en l'occurrence de l'impression numérique, encore une nouvelle corde à mon arc. C'est quoi les exigences du coup du milieu de l'imprimerie? Il faut que les couleurs soient parfaites, que ça dégouline pas. C'est quoi? Eh bien, effectivement, donc la colorimétrie doit être parfaite. En l'occurrence, parmi les clients qu'on avait, on avait un bel opérateur sur l'album photo. Donc l'album photo pour particulier, pour entreprise. Donc je vais pas c'est pas moi qui vais t'apprendre l'importance des calibrages et puis donc de la restitution donc des couleurs. Tout à fait. Et dans l'album photo grand public, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et dans l'impression numérique, donc les machines sont quand même très très sensibles, et donc il faut travailler avec les bons matériels, avoir les bons opérateurs formés. Et donc j'avais la chance d'avoir une équipe de pros qui existe toujours, hein, même je suis toujours en lien avec cette entreprise, hein, en très très bons termes. Mais effectivement, l'exigence était très très importante, et en l'occurrence, on parlait de transport et de livraison, on livrait pas mal de B2B et de B2C, et de B2B2C, donc c'est encore autre chose, hein. Donc c'est une plateforme qui nous envoie les commandes et nous on livre leurs propres clients, donc où que ce soit dans le monde. Donc une exigence aussi de transport importante. Ouais. Dans cette entreprise, tu as dû faire face à des sinistres. Oui. Il a fallu accompagner le dirigeant dans une phase difficile. Oui, donc Qu'est-ce qui s'est passé comme sinistre? et donc on peut en sourire après coup, puisque effectivement les dégâts n'ont été que matériels, et même si c'était une charge de travail mental très très importante. Mais de mémoire, donc quelques semaines après mon arrivée, un week-end, il a plu, mais énormément. Et le lundi matin, quand le premier collaborateur est arrivé, donc il y avait un quart de l'atelier qui était détruit, puisqu'il y avait eu un effondrement du toit par l'eau. Aïe, aïe, aïe. Et donc des machines de plusieurs tonnes ont été déplacées donc d'une dizaine de mètres, pour vous dire l'intensité d'un tsunami. En fait, c'était une vague, hein, donc une vague descendante. D'accord. Et cette vague a littéralement donc bousculer des machines qui ont sûrement été abîmées, déréglées, noyées. Oui, qui étaient HS. HS. Ouais. Mais les grandes imprimantes industrielles, ça vaut des millions. Ça vaut un petit peu d'argent, oui, effectivement. Donc
il a fallu Allô l'assurance. Eh bien, en fait, c'est là aussi bien s'assurer, c'est super important, Ouais. puisque le dirigeant de l'époque avait eu cette intelligence-là de coger cette petite case en disant qu'il était couvert pour les effondrements du toit par l'eau. Ok. Si on coche pas cette case, ben, donc, les Il avait tout remboursements perdu sinon. et il avait tout perdu. Ok. Effectivement, donc il a fallu contacter l'assurance, ensuite toutes les sociétés qui viennent aider à nettoyer. En l'occurrence, c'est une publicité gratuite, mais parce que les interventions étaient vraiment très très fortes avec la société Belfort à D'accord. l'époque, hein, donc ils interviennent sur les sinistres. Et la compagnie d'assurance a fait vraiment le job et on était très très bien accompagnés. C'est un sinistre qui est avoisiné un peu plus des 2 millions, 2 millions et demi d'euros. Quand même, Ouais, donc c'est pas mal. c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc Et- sur ce sinistre, Ouais. c'est là que ton expertise en logistique était quand même intéressante parce qu'il a fallu ne pas arrêter la production, Exactement. continuer à livrer des clients, que l'activité se retrouve pas à zéro et qu'il y ait aussi un trou de chiffre d'affaires. Parce qu'il a fallu financer le relancement. Dans notre malchance de l'époque, il y a un très très grand salon de la profession qui s'appelle la Drupa. Et donc la Drupa avait lieu au mois de juin. Donc le sinistre ayant lieu au mois de mai. Donc le dirigeant est allé tout de suite en Allemagne sur ce salon et a acheté des machines qui étaient de démonstration disponibles immédiatement. Et donc il a fallu intégrer ces nouvelles machines donc, dès le mois de juillet. Et là aussi, challenge, installation de machines d'imprimantes numériques. Moi, j'avais jamais fait quoi. Donc, il a fallu mettre des installations en air comprimé, enfin, et puis des dalles également pour accueillir ce qu'on appelle des chillers. Enfin, c'était prenant et intéressant. Et j'avais une autre anecdote sur Ouais, ce dis-nous. sinistre, hein, puisque ce sinistre, les réparations se font forcément sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Dans le cadre de ces réparations, donc au mois de septembre, donc il nous restait des dômes de lumière à installer, Ouais. en tout cas par les entreprises. Et ces entreprises avaient interdiction d'utiliser un point chaud donc en toiture. Et ce jour-là, il a fait une chaleur mais extraordinaire. L'entreprise n'a pas respecté les consignes. Ils ont utilisé un point chaud et donc incendie sur le premier sinistre. Donc un deuxième sinistre qui Et- vient se rajouter Exact. par-dessus l'inondation. Donc il y a eu l'eau, il y a eu le feu. Voilà. Après il y a eu le vent, il y a eu Non, la non, c'est terre, il y a eu tout. tout. La tornade, on a tout eu. On a tout eu. Donc, non, mais voilà, donc Incroyable. ça fait partie des expériences. Et là, c'était un peu différent. Enfin, c'est même carrément différent puisque l'incendie a eu lieu alors que là, on avait les équipes qui étaient en place. D'accord. Ouais. Alors que lors du premier sinistre, les équipes étaient absentes puisque ça s'est passé pendant la nuit. Ouais. Et là, les enjeux sont pas du tout les mêmes parce que on pense avant tout à faire en sorte d'évacuer toutes les personnes. Et là aussi, c'est important donc d'avoir ces formations sur on va dire le secourisme ou la lutte contre les incendies. Ouais. Obligation une obligation obligatoire hein, pour les entreprises, même si beaucoup d'entre elles malheureusement aujourd'hui le font pas. Mais c'est comme pour les assurances, hein, c'est quand on en a le besoin ou l'utilité qu'on se dit on a bien fait de le faire. Et effectivement, avec l'ancien dirigeant et puis un collaborateur et moi-même, on est allé un peu sous les flammes pour essayer de limiter la propagation. Donc, Il a fallu de sauver l'incendie. les meubles un peu. Oui, et puis après, bien heureusement, donc Personne n'a été personne n'a été blessé dans blessé. l'incendie. Bah, Ça, j'ai- c'est quand même une Ouais. bonne nouvelle. Ouais, ça c'est super important. Et puis les secours sont arrivés très très rapidement, très professionnels et donc ils ont écouté également le dirigeant puisqu'il fallait quand même sauver une partie du matériel. D'abord, toutes les personnes avaient été évacuées évidemment, mais sauver une partie du matériel parce que si tout était complètement arrosé, l'ensemble des matériels aurait été complètement détruit. Et donc l'intervention a vraiment été faite de manière très très intelligente. Certes, il y a eu de la casse, mais casse minimisée. C'est bon à savoir ça, qu'il est possible de gérer un peu avec les équipes d'incendie, pouvoir Ouais. leur dire bah écoutez, si vous pouvez ne pas tout détruire, ça m'arrange. Ouais, mais en général, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, la priorité, c'est les vies. Et ensuite, le matériel, si on peut préserver, on préserve. Après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Donc,
Très bien. Je fais un petit aparté du coup. Est-ce que tu as des détecteurs de fumée dans les cuisines de ton restaurant? Non, on peut pas, parce que de la fumée, il y en a tout le Bah temps. oui. Ouais. Mais alors comment ça marche du coup si voilà, la saucisse saute et vient mettre du feu sur Non, on a des extincteurs, les hein, donc dans extincteurs, la, hein. dans la cuisine, comme dans d'autres parties du restaurant, donc selon la réglementation. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai, ça ouais. c'est intéressant. Bon, il y a un système d'extraction des fumées quand même Oui, avec avec la l'eau. hotte, ouais, tout à fait. Donc Ouais. ok, mais c'est vrai que c'est quelque chose Mhm. auquel on pense pas Mhm. forcément. Donc tu as accompagné donc cette entreprise qui a vécu deux sinistres terribles. Mhm. Et ensuite, tu as eu l'opportunité, tu as entendu parler qu'il y avait un restaurant qui a arrêté son activité. Et du coup, ça a fait germer une idée dans ton esprit. Et effectivement, donc moi, j'ai un ami donc qui avait un restaurant donc sur Seclin, pour des raisons qui lui appartiennent, avait décidé donc en décembre 2021 d'arrêter son activité. Et c'est vrai que fréquentant ce restaurant de temps à autre, je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser ce bâtiment ainsi. Et moi, j'ai toujours eu cette appétence pour la partie restauration depuis toujours, hein. Je suis cuisinier, mais cuisinier amateur. Il y a une vraie différence entre la cuisine amateur et la cuisine professionnelle. Mhm. Et en discutant avec Nicolas, je lui dis, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mener? Voilà. Et puis donc on est rentré en discussion sur cette affaire et pour en sortir donc avec une ouverture en novembre 2022. Voilà. Et D'accord, ouais. donc dans le cadre d'une démission création, qui est un processus qui est extraordinaire, qui permet donc de démissionner et de pouvoir, selon ce qu'on souhaite, pouvoir toucher l'allocation de retour à l'emploi. D'accord, ouais. Mais alors, comment tu as réussi à passer le pas? Parce que jusqu'à maintenant, la logistique, c'était un peu toute ta vie. T'avais connu, bon, il y a eu une grosse part formation à un moment, mais de se dire, demain, je vais faire en sorte que des gens se régalent, là où avant, je fabriquais et transportais des matériaux, des textiles, de l'impression, etc. Comment on fait ce switch? Je crois qu'au travers de tout mon parcours professionnel, l'aboutissement était de devenir chef d'entreprise. Voilà, donc puisque j'ai toujours occupé des postes donc de cadre, après de cadre de direction, et donc la phase suivante dans mon esprit était de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. Même si j'avais été salarié actionnaire donc d'une entreprise, Ouais. mais en étant salarié actionnaire, j'étais minoritaire, donc même si je pouvais participer à des comités stratégiques ou des comités décisionnels, c'était pas suffisant pour moi. Donc être dirigeant, bah, c'est prendre pleinement sa part, seul, un peu isolé, hein, parce que je pense que beaucoup de dirigeants sont un peu isolés. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à des groupes d'affaires, en l'occurrence le groupe Odyssée, Mhm. hein, que j'ai le plaisir d'accueillir aussi au sein du restaurant. Mais voilà, donc j'avais cette appétence pour devenir chef d'entreprise et même si j'ai mis un peu de temps, hein, puisqu'il y a quand même fallu un peu plus de 20 années avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu disais aussi justement comment concilier aussi l'ensemble entre l'activité personnelle, professionnelle. J'ai la chance d'avoir 3 grands enfants, donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir assurer financièrement le foyer Ouais. avant de prendre des décisions quand on a 40 ou 45 ans, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat le plus tôt possible, peut-être, mais moi j'ai fait un peu le cursus inverse. Ouais, tu as eu une certaine stabilité de par tes emplois qui ont Mhm. permis de financer aussi une vie familiale. Ouais. Et du coup, tu as fait la transition vers l'entrepreneuriat plus tardivement que Et- certaines personnes. Exactement. Mhm. D'accord. Donc, le Sabot Vert à Seclin, c'est le restaurant que tu gères aujourd'hui. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter ton activité et le Sabot Vert? Donc bah, le Sabot Vert, c'est avant tout on va dire une vieille maison de rue complètement rénovée. Une maison de quartier qui a eu plusieurs vies. Donc elle a eu en l'occurrence une maison d'habitation forcément pendant plusieurs dizaines d'années, mais une vie aussi de café. Et également, semble-t-il, de manière un peu plus ancienne, une vie de relais de poste. Donc, puisque ce qui explique un peu aussi cette entrée caractéristique en coin, et une allée qui s'appelait à l'époque, il y a quelques années, l'allée de la diligence, qui donne du sens à cette hypothèse. Voilà.
même si on n'a pas toutes les traces. Voilà. Donc l'idée de ce restaurant, c'est un lieu atypique, cette maison complètement rénovée. On aura peut-être l'occasion de voir quelques images. Ce qui est important pour moi, c'est l'accueil. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est avoir le sens de l'accueil. Ça veut dire que quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est qu'on lui dit vraiment bonjour avec le sourire. Voilà, on lui souhaite une bienvenue, hein, mais pas une bonne journée, parce que bonjour, ça peut être aussi bonne journée. Donc une bienvenue, donc un accueil authentique et sincère. Et ensuite, je dirais une balade visuelle et gustative, donc au travers des assiettes que l'on présente. Visuelle avec pas mal de couleurs, gustative avec différents goûts, textures et saveurs, et également donc une certaine forme de générosité, hein, puisque c'est important d'avoir des quantités suffisantes dans l'assiette, puisque pas mal de personnes se plaignent quand même dans certains restaurants de rester un peu sur leur faim, et devoir aller manger au McDo après avoir fait un restaurant, c'est quand même un peu dommage, même si on peut aimer le McDo, et un équilibre prix. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un lieu atypique, un accueil, une assiette, une balade et un équilibre prix. Écoute, je trouve que c'est très bien résumé. Moi, j'ai eu l'opportunité de manger dans ton restaurant il y a de cela 1 an, il me semble. C'était vraiment un bon moment Merci. et je compte y retourner. Franchement, je conseille à ceux qui nous regardent d'essayer le sabot vert à Seclin. C'est vraiment pour manger et aussi passer une bonne soirée avec vos proches. N'hésitez pas. Donc, Emmanuel, je te propose qu'on regarde quelques photos de ton restaurant. D'accord. Pour que tu puisses les commenter et nous situer un petit peu, situer l'action où peut se passer du coup toutes ces soirées. Hop, je passe donc sur cette image et on y va, on t'écoute. Voilà, donc cette maison qui était complètement rénovée, donc avec ces belles façades, et parmi les vies de cette maison, donc les anciens propriétaires étaient donc des personnes qui aimaient beaucoup chiner, brocanter, fréquenter pas mal de lieux de culte, et que l'on soit croyant ou pas, peu importe. Mais l'ancien propriétaire et moi-même, on laisse ces empreintes du passé dans la maison, qui confère quand même à cette maison. Donc, je discutais encore avec des personnes samedi soir. Elles me disaient, mais il se passe quelque chose dans cette maison. On est bien et on a envie d'y rester. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère qui est bienveillante et qui est apaisée, et au travers de laquelle on peut passer un bon moment en famille ou entre amis. Voilà. On voit que c'est important pour toi quand même de créer un cadre agréable pour les personnes qui viennent manger dans ton restaurant. Oui. Oui, parce qu'en fait, venir au restaurant, c'est comme venir chez moi. En fait, c'est un accueil. Voilà. Si je vous reçois, c'est que j'ai envie de vous recevoir. Je ne vais pas vous recevoir parce que pour vous faire plaisir. C'est pour nous faire plaisir et passer un moment de convivialité. Très bien. On va passer à l'image suivante. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, au niveau du restaurant, on a 3 espaces. Donc on a le rez-de-chaussée. Là, on a une image donc du premier étage, mais on a également une cour intérieure. Donc on a une capacité totale d'environ un peu plus de 70 couverts sur les 3 espaces, mais que je limite volontairement à 50 couverts. Pourquoi ? Parce que notre capacité de production sur les produits frais, et je vais dire qu'elle est limitante, mais en même temps c'est aussi un gage je dirais de bienfaits sur les assiettes. Donc moi je ne veux absolument pas que cette maison devienne une usine, parce que c'est pas l'esprit. Pas l'esprit de faire un fast-food. D'accord. On passe donc à l'image suivante. Ah. Qui est cette personne ? J'ai un peu de mal à la reconnaître. En plus, elle a pas sa tenue et sa chemise brodée, le sabot vert, donc ça doit être un intrus. Non, mais ce qui était intéressant sur cette image, c'est un environnement de bar, et puis cette machine à café qui est quand même assez particulière, qui est une machine à levier. C'est absolument pas une machine toute électronique. Et parmi les spécificités, c'est que il y a une pression tellement forte, donc que la caféine n'a pas le temps de passer, en fait. Donc même si le café est un café italien qui a un goût très prononcé, il y a peu ou pas de caféine dans le café. D'accord. Voilà. Donc tu retires peut-être aussi une certaine amertume qui aurait pu être ajoutée. Tu viens avoir un produit qui est moins excitant, du coup. Ah oui, comme il n'y a pas la caféine, mais on a vraiment, si vous prenez un ristretto, on est en Italie, hein. Ah oui, on garde tous les parfums Complètement, du café.
Ouais. D'accord. C'est important pour toi d'avoir une machine voilà, qui permet de faire un vrai café. Ouais, mais c'est mon premier investissement, déjà. Et c'est comme pour le reste, c'est important, c'est la qualité. Et donc, cette machine permet donc de délivrer un café de qualité. Et c'est une machine qui sera, je dirais, quasiment increvable. Je pense aussi c'est dans la mémoire, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion aussi de fréquenter dans mon plus jeune âge des cafés. Ouais. Donc il y a tout un folklore autour de la machine à café, un folklore donc dans les anciens estaminets, dans les bars, une certaine ambiance et avec des vieilles machines. Et donc j'espère que cette machine aura 20 ou 30 ans dans cet établissement. J'y C'est serai beau. peut-être plus derrière, hein, mais On va regarder une photo d'un de tes plats. oui. Donc, on parlait donc de visuel, effectivement. Donc, on a de la couleur grâce à l'apport donc de légumes frais en cuisson, je dirais, croquante, hein, pour garder toutes les vitamines des produits. Et puis, la décoration, en l'occurrence, les herbes, donc, sont des vraies herbes comestibles, hein, donc on appelle la salade pie. Qui rappelle donc le goût des jeunes pousses de petits pois. Donc de la viande. Et puis ce qui est important aussi dans un plat, et ça c'est pour moi quelque chose de très important, c'est d'avoir une sauce qui accompagne le plat. Quand on voit les personnes prendre le pain et saucer, donc on a tout gagné. C'est beau. Ensuite, un autre plat, c'est un dessert. Oui, donc là, on est sur une pavlova, hein, donc meringue maison, très légère et très aérienne, même si certains diraient, mais le dessert est vraiment trop, trop, trop copieux, trop généreux. Mais en règle générale, il reste pas grand-chose, avec une chantilly mascarpone maison, et puis donc des fruits frais, et puis des coulis de fruits frais également. Ah, j'ai goûté la pavlova et j'en étais convaincu, hein. Franchement, c'est vrai que c'est un gros truc, mais comme c'est léger, ça se mange tout seul. Ensuite, on va regarder du coup un autre dessert. Oui, ben ça c'est on a l'occasion aussi de faire différents événements, et en l'occurrence des mariages, des anniversaires, des baptêmes, et on propose donc des pâtisseries pour les groupes. En l'occurrence là on avait donc un produit sur la framboise avec je dirais j'en perds les mots parce qu'en fait j'ai envie tellement de dire de choses sur sur le produit, mais donc un dessert à la framboise et un dessert au chocolat, mais donc le biscuit à la framboise, donc c'est un biscuit à la pistache, donc une crème type bavaroise à la framboise, et donc une ganache au chocolat blanc et framboise, et sur la partie chocolatée, donc sur une base donc de brownies au chocolat, donc une crème chocolat, et puis un glaçage donc au chocolat noir. Ouais. Ça donne le à la bouche, hein, tout ça. Ensuite, Ah qui ben, est-ce? c'est encore moi, donc décidément, je suis la star du jour, hein. Voilà, donc je pense que le sourire est majoritairement toujours présent, hein, quelles que soient les circonstances, puisqu'on a tous une vie, mais l'important c'est de faire en sorte que les clients ne ressentent pas nos émotions, et de pouvoir toujours faire passer cette transmission de l'accueil, et que les personnes puissent se sentir bien et puis passer un bon moment. Voilà. Est-ce que c'est un peu technique d'arriver à la fois gérer le stress de voilà l'intensité du rush et en même temps rester agréable avec les clients? Parce que comme tu dis, il faut savoir faire la part des choses avec ses émotions. Mm. Comment tu fais? Alors là, souvent on me dit que je suis un extraterrestre, hein, donc. Mais non, mais je pense qu'il faut cloisonner. Et donc, quand on est devant le client, il n'y a rien d'autre qui se passe. Donc, même si en cuisine, ça peut être un peu tendu, samedi dernier, on était complet. Donc, avec des arrivées plutôt resserrées entre toutes les personnes, et beaucoup de commandes avec des entrées. Et à un moment donné, c'est compliqué, hein, donc de traiter à la fois les entrées, les plats et les premiers desserts qui sortent. Et donc, il faut gérer la cuisine, gérer la salle, et pouvoir faire face de temps en temps à quelques mécontentements clients, parce que ça peut être un peu long. Même si il faut avoir, je pense, cette liberté de dire quand on a un petit souci technique, parce que ça arrive,
de prévenir les clients, même si sur nos cartes, il est noté sur toutes les pages, hein, mais je pense qu'on a tous l'habitude de ne pas lire toutes les lignes, mais la cuisine est un art qui prend du temps. Hein, Oui. donc cet art, on ne peut pas le bâcler, même si on est un peu dans le jus. On va pas délivrer un plat qui soit pas agréable, parce que non seulement si vous attendez un peu et que le plat qu'on vous délivre n'est pas à la hauteur de vos espérances, ça va pas. Donc certes, vous attendez un peu, mais le résultat, vous l'avez. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous vous régalez, et puis des fois, quand je suis sympa, il y a un petit verre de l'amitié pour faire en sorte que les clients repartent satisfaits. Voilà. Bon, bah, c'est agréable de pouvoir avoir cet échange-là avec des clients. On a un commentaire dans le chat, c'est Johan qui nous dit bravo Emmanuel, c'est pas l'heure du goûter, mais tu me donnes faim. Donc j'ai bien l'impression que tes desserts sont validés. Ouais. On va continuer avec un autre plat Ouais. que tu. Donc en fait, pour revenir sur le fonctionnement de la carte, donc là c'est des plats que j'ai photographiés parce que je suis photographe et vidéaste et j'ai pu faire une prestation dans ton restaurant de par le groupe Odyssée qui a permis notre rencontre. Du coup, ça c'est un plat qui a été photographié du coup de l'année dernière. Du coup, la carte, elle évolue. Est-ce qu'on peut retrouver des choses qui sont permanentes? Comment ça se passe? Donc on change de carte à chaque saison. Donc actuellement on est sur la carte printemps, donc d'ici quelques jours on passera sur la carte été. On a malgré tout des incontournables, parce qu'il y a des produits que l'on fait que l'on ne trouve plus ou très peu dans d'autres restaurants. En l'occurrence, des œufs à moelle sur certaines entrées, sur les plats, le rognon, riz de veau, même si tout le monde n'est pas amateur d'abat, mais en fait, on a beaucoup de clients qui viennent spécialement donc, au restaurant manger ces plats-là. Donc, il y a quelques plats comme ça incontournables qu'on est, d'une certaine manière, obligé de garder tout au long de l'année. Et puis, c'est quand même des piliers un peu de la cuisine c'est française ça. qu'on va venir chercher dans ton restaurant parce que c'est aussi des choses que tu maîtrises et que tu proposes avec des produits frais. Bah Encore une là, fois. effectivement, dans la baseline du restaurant, il est noté tradition et qualité. Donc, effectivement, des produits de tradition. La qualité est forcément sur l'ensemble des plats qu'on propose. Et puis après, apporter quelques nouveautés sur quelques nouvelles saveurs, nouveaux goûts. Et ça, on peut s'amuser à le faire donc, lors des changements de cartes. Et avec Jérémy, on est suffisamment inventif pour amener donc, ces nouvelles saveurs. Ouais. Très bien. On va donc voir ce plat. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire Ben, là, en en quoi ça l'occurrence, on est consiste? sur une noix d'entrecôte d'Argentine, donc qui est une viande qui est vraiment extrêmement savoureuse, extrêmement tendre. Et le beurre que vous voyez dessus est un vieux beurre qu'on appelle, non pas qu'il soit rance, hein, mais c'est un beurre qu'on appelle beurre café de Paris. Donc, Donc est-ce avec que c'est comme le beurre maître d'hôtel? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est vraiment un beurre différent au travers donc de la composition de ce beurre, parce que le beurre maître d'hôtel, on sera plus sur de l'ail et du persil, par exemple, alors que là, on est plus sur une autre base qui peut faire peur, mais qui est absolument pas le cas. Donc, il y a de l'anchois dans ce beurre-là et des D'accord. capres, voilà. Ah oui, donc on a un goût qui va être vraiment Et particulier. voilà, et qui s'associe parfaitement avec la viande. Voilà. C'est génial. Ouais, tout à fait. Puis la pomme duchesse, hein, donc la pomme duchesse, c'est pas forcément la pomme duchesse que l'on peut rencontrer par ailleurs et des fois en surgelé. Là, c'est une vraie pomme de terre qui est cuite au four, que l'on va évider, on va travailler donc la chair et ensuite on va reconstituer cette pomme de terre et la faire gratiner. Voilà. Est-ce que c'est la pomme duchesse originelle ou c'est une réinterprétation du restaurant Le Sabot Vert? C'est la pomme duchesse originelle. D'accord, ouais. Oui, donc ce qu'on retrouve en surgelé, ça va être fait par des machines à Ah ouais, la c'est pas du chaîne. tout la même chose. Et en fait, Ça une n'a pomme rien à duchesse, c'est voir. vraiment quelque chose qu'on vient préparer, Pomme de terre travailler reconstituée, tout à fait. une Ouais. pomme de terre à la fois, quoi. Ah oui, complètement. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment un beau travail. On va passer ensuite sur une autre photo. Alors, quelqu'un que je connais, je dirais qu'il s'appelle Emmanuel. C'est donc une autre photo de toi avec En des action. clients. Ouais. On voit cette
jovialité, si je puis dire, si le terme existe. Oui, et puis à la fois jovialité, et puis une certaine forme de modernité, puisqu'on est équipé de tablettes pour prendre les commandes. Et c'est un véritable outil, je dirais d'une certaine manière, de performance, puisque on peut prendre les apéritifs, continuer à discuter avec les clients et envoyer donc les apéritifs en préparation au niveau du bar. Et et les apéritifs vont être servis alors on est encore en train de discuter avec les clients. Donc, Ça, c'est vraiment pas mal parce que, en général, on se dit, bah, tant que le serveur est là, j'ai pas ma commande. Tandis que là, tu peux prendre le temps, si ça le se rush, permet, bien sûr. si le moment le permet, d'avoir ce vrai échange sympathique avec le client. Exactement. Ils reçoivent leur boisson pendant que vous parlez. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Ouais. Donc c'est une très belle démarche. Je te propose va ensuite les de parler du fameux œufs à moelle, fameux os à moelle. moelle que du coup que tu sers dans ton restaurant, qu'on Ouais, vient chercher au sabot vert. qui est magnifique et généreux, hein. Donc on n'a pas 2 ou 3 mini morceaux de sa moelle. Donc là, on est plutôt allé chercher le mammouth pour. Ah ouais, c'est quand même un sacré morceau là. Hein. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est un trait de caractère de la maison, hein. Donc effectivement, il y a de la générosité dans l'assiette. Et le prix est en rapport avec cette générosité. Et donc à l'arrière, on peut voir un risotto aux gambas, hein. Donc, Il y a le risotto. risotto aux gambas, un arrière-plan. Ouais. Oui, donc en fait, si c'est ce qui est agréable aussi pour le client, c'est qu'il va prendre le Samuel sur la carte et il sera ravi. Il en aura eu pour son argent, il sera comblé. Exactement. Ouais. Donc c'est plutôt sympa aussi. Je propose donc de voir ensuite qu'est-ce que c'est. Le fameux risotto Saint-Jacques avec le Samuel à voilà, c'est ça. comme si le photographe avait pris la photo dans les deux sens. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce risotto? Oui, c'est la cuisson des gambas à la minute. Donc le risotto, là aussi, hein, c'est un art de pouvoir faire le risotto, puisque c'est pas forcément évident de maîtriser la cuisson du riz, et puis donc de bien pouvoir l'agrémenter avec la crème, le parmesan et l'assaisonnement qui va bien. Ouais, ouais. Si je peux me permettre, j'ai fait un risotto il y a quelques mois. Ouais. C'est tellement technique. Ouais. Faut vraiment dire, bon, ce soir, je ne fais que ça. Donc le fait de pouvoir proposer un bon risotto dans un restaurant, ça montre quand même que voilà, vous avez envie de faire les choses bien. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on a une bouteille de vin. Ouais. J'ai l'impression qu'au Sabot Vert, quand même, on essaie de proposer des bonnes bouteilles. Exactement. Quelle est la démarche? Donc, étant épicurien, donc un beau repas s'accompagne également de bons vins. Et avec la société avec laquelle je travaille, hein, qui s'appelle Acovis, qui est basée sur la Rajoie. Donc, on a mis en place une carte qui me ressemble un peu, parce que j'aime bien goûter un peu à tous les terroirs, avec donc je dirais de belles maisons, mais également donc une recherche d'équilibre prix. C'est-à-dire que quand vous prenez une bouteille de vin au restaurant, elles peuvent démarrer à 28 € et aller jusqu'à 89 €, qui peut paraître cher, mais qui est raisonnable par rapport à d'autres établissements. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, les bons vins ne sont pas forcément réservés qu'à une élite. Voilà, donc chacun a le droit et la possibilité de pouvoir se faire plaisir en bénéficiant donc d'un bon produit avec un prix qui soit juste. Ouais. Très bien, je te propose maintenant de nous parler de cette personne. Voilà, donc Jérémy, hein, comme dans beaucoup de parcours professionnels, les rencontres sont importantes et des fois déterminantes. Donc Jérémy, on s'est rencontrés maintenant il y a à peu près bientôt 3 ans. Et Jérémy, ses premières armes, il a eu l'occasion de les faire dans des semi-gastronomiques. Après, il a eu d'autres expériences. Et lui aussi, il était arrivé à un bout d'un chemin dans l'entreprise pour laquelle il avait travaillé. Il avait envie de revenir un petit peu à cette semi-gastronomie. Et donc, cette rencontre s'est faite. Nous, ce qu'on propose au Sabot Vert, c'est pas la semi-gastronomie ou de la bistronomie. On préfère pas l'afficher parce qu'en fait, on préfère rester modeste et faire en sorte que le client découvre son assiette sans avoir une étiquette en disant je vais manger dans un bistronomique. C'est ça, vous rentrez pas dans des cases. L'idée, c'est vous faites votre cuisine avec vos méthodes, votre qualité, et le client, il prend pas, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas la promesse de nous, c'est la bistronomie ou nous, c'est la semi-gastronomie. Non, du tout. Ça. Mais nos clients nous disent que on n'est plutôt pas mauvais dans ce qu'on fait.
Sylvain, cache investigation. Emmanuel, à quand l'étoile au guide Michelin pour le sabot vert? Je pense que ça n'arrivera pas, parce que c'est pas mon souhait. Donc, je pense que la plus grande des reconnaissances, c'est la reconnaissance. Je vais peut-être me faire pas des copains, mais c'est pas grave. La plus grande reconnaissance, c'est la reconnaissance des clients. Voilà. Et donc, si les clients veulent garder une approche prix qui reste raisonnable, aussi une approche dans les choix, puisque quand on est étoilé ou sur certaines catégories de bistronomie, les choix sont restreints et des fois les menus sont imposés. Et je constate que les personnes aiment de moins en moins les choses imposées. Donc elles préfèrent avoir un choix. Donc nous, c'est pas simple en termes de gestion, hein, mais on a 6 entrées, on a entre 12 et 14 plats, on a 6 desserts. Donc c'est très très important. Et tout ça sur du produit frais. Exactement. Ce qui est quand même incroyable. Hein. C'est une opération du quotidien qui est effectivement un vrai challenge. Donc un vrai challenge et ça peut se faire aussi au travers des partenaires avec lesquels on travaille, puisque ça nécessite donc de pouvoir être livré tous les jours en cas de besoin. Donc on revient finalement à l'aspect logistique. Hein. Tout à fait, puisqu'il faut se faire livrer, enfin il faut commander, se faire livrer en temps et en heure, que la chaîne du froid soit pas brisée. Exactement. Il y a aussi combien de temps en frigo tu vas pouvoir le garder si tu te fais livrer au midi et que tu sais que tu sers le soir, voilà. Il y a tous ces calculs-là à faire. Alors du coup, comment on fait pour justement garantir cette chaîne d'approvisionnement avec des fournisseurs Comment on fait? Donc là, en l'occurrence, on a des fournisseurs avec lesquels on peut commander jusqu'à minuit, 1h du matin et être livré le lendemain. D'accord, mais ça existe. Et oui, effectivement. Donc, Alors c'est quoi? Il me faut de la gambasse. Alors là, il est minuit, je vais me coucher. Oh, il me faut de la gambasse pour demain. C'est ça, c'est possible. Ça peut être ça, effectivement. C'est incroyable. Ouais. Et donc, pareil sur les fruits et légumes. Donc, on peut être livré tous les jours sur les viandes, sur la partie crèmerie également. Donc, et puis, il faut avoir le minimum de pertes aussi. Donc là, c'est le rôle aussi du chef de cuisine de pouvoir gérer ses approvisionnements en ayant les bons produits au bon moment. Mais également, les clients savent que comme on travaille des produits frais, les clients acceptent les ruptures. Oui, forcément, puisque du coup, si tu veux que ce soit frais, tu peux pas en stocker 10 kilos, puisque 10 kilos ou 50 kilos, parce qu'il y aura des pertes. Exactement. Donc quand tu leur annonces, ah bah désolé, voilà. En fait, bon, maintenant, ça doit faire environ peut-être. J'ai dû faire 800 ou 900 services depuis l'ouverture du restaurant. Il n'y en a pas un d'identique. Pas un. C'est-à-dire qu'un service ne ressemble pas à un autre. Ce ne sont pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes goûts, les mêmes envies. C'est pas forcément la même fréquentation en termes de quantitatif. Et il y a des jours où vous allez vendre. Tout le monde va vouloir du riz de veau. Mais à un moment donné, si on a capacité à en faire 10 et qu'on a une demande pour 20 ou 15, on va faire les 10 et puis on va expliquer aux clients qu'effectivement, on est en rupture parce qu'effectivement, on travaille sur des produits frais. Voilà. Et le client va l'accepter. Ouais. Mais donc, de ce fait, j'ai certains clients qui, au moment de la réservation, notent en commentaire sur la réservation en ligne, riz de veau. Donc, je sais que là, il faut absolument que je bloque des riz de veau. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que, voilà, les clients finissent par peut-être prendre le pli de se dire, je réserve comme ça au moins le sabot vert sait que je vais venir. Voilà. Et je sais aussi que je pourrais manger précisément ce que je veux manger. Exactement, tout à fait. Et donc, justement, comment ça se passe, comment ça évolue ce métier-là où, du fait qu'il y a des jours où tu peux avoir 30 personnes dans le restaurant comme 50, que ce soit à la fois au niveau des quantités et aussi même sur le mental, du coup, d'arriver à... Enfin, non, il y a les quantités, le mental, il y a aussi le personnel. Voilà, le staff. Comment on gère tout ça? Je pense que chacun connaît les difficultés que rencontre le secteur sur le recrutement. Effectivement, donc nous, on a la chance d'avoir des apprentis qui sont extrêmement engagés, d'avoir un chef qui est également extrêmement engagé. Effectivement, certaines semaines, on peut travailler beaucoup plus que d'autres. Et donc,
Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai parlé d'engagement et d'investissement. Effectivement, si on n'a pas des collaborateurs qui sont dans cette veine-là, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Et c'est vrai qu'en règle générale, les personnes issues de ce milieu d'activité sont des personnes qui savent qu'à un moment donné, il faut travailler quand le travail est présent. Et puis après, il y a d'autres moments où il le sera un peu moins. Mais effectivement, certaines semaines peuvent être très, 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 très lourdes. Et au niveau des équipes en salle, c'est pareil. Donc, il faut pouvoir adapter et travailler donc avec un volant de personnel permanent et un volant d'extra sous contrat qui puisse venir au moment où on en a besoin. D'accord, ouais. Donc il y a une certaine exigence sur le personnel qui soit capable de suivre et de gérer cette intermittence du travail et de la tension aussi. Donc il y avait aussi la dynamique fournisseur. Et toi, au niveau du mental, comment, un jour où il va y avoir moins de monde, comment on le vit en tant que restaurateur? On n'arrête pas de me dire qu'il faut que je m'y fasse. J'y arrive pas. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand il manque de clients, moi ça te mine le moral. Ben oui, je tourne en rond. Ouais. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tout le monde mange, je suis pas dans le rush. Est-ce que tu as été habitué à avoir beaucoup de pression dans ta carrière, beaucoup de charges? Bien sûr. Charge Et donc mentale. là, les journées plus tranquilles, ça te fait bizarre. Ah ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Ouais, il faut toujours être dans l'action. Et alors du coup, est-ce qu'il y a une possibilité? Parce qu'on entend parler d'applications comme Uber Eats pour de la livraison, on entend parler de The Fork, anciennement La Fourchette, qui permet de faire des réservations, d'avoir aussi des tarifs parfois avec des remises sur certains créneaux horaires. Est-ce que c'est des choses qui traversent l'esprit quand tu t'envisages peut-être de lisser l'activité un peu plus en se disant, voilà, j'aimerais avoir moins de creux, ou alors tu dis, c'est une composante du métier, et voilà, c'est tout, il y a des jours avec, des jours sans. Voilà, comment tu gères ça? C'est à la fois une composante du métier. On n'est pas non plus sur une ville touristique, majoritairement, comme peut l'être Lille. Donc, spécificité du métier, c'est renforcé quand même de manière importante par le contexte économique. Donc, contexte économique français, le contexte mondial. Ouais. Donc, effectivement, je crois qu'en tout cas, au niveau du restaurant, on ressent plus sur le mois d'avril et mai ce contexte international qui est vraiment extrêmement lourd et pesant. Donc là-dessus, on n'a pas d'action. Hein. Ouais, forcément, à moins que tu deviennes président ou roi du monde, mais Mais c'est encore un autre travail. Voilà, ça. donc ça, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Donc après, en termes de communication, il faut être présent par rapport à la typologie de notre clientèle. Donc on a une clientèle qui est plus présente sur les réseaux type Instagram et Facebook. Ouais. À titre personnel, à tort ou à raison, je me refuse d'aller sur des créneaux type TikTok. Pourquoi ? Parce que je veux absolument éviter les phénomènes de mode. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on promeut un établissement, tout le monde va aller au même endroit au même moment. Ça va être bien pendant 2-3 mois. Et puis la clientèle traditionnelle, comme elle n'aura plus de place pour venir manger, elle va se détourner. Et une fois que le phénomène de mode sera passé, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc moi C'est une belle façon de penser parce que il peut y avoir un certain appât du gain à un moment, et en fait, toi tu penses un peu plus long terme, et tu gardes aussi à cœur l'humain, donc penser à ta clientèle habituelle. Tout à fait, oui. Je trouve ça quand même plutôt beau. Merci. Et également, donc, parmi nos spécificités, donc on parlait de générosité dans l'assiette. J'entends beaucoup, j'ai pu également le constater, c'est que quand un restaurant ouvre ou réouvre, donc au début, vous avez de belles assiettes, de belles quantités, etc. Et au plus les semaines ou les mois vont avancer, vos assiettes vont se réduire comme neige au soleil. Ouais. Et puis pareil, avant, vous aviez de l'espace pour pouvoir... les tables étaient un peu distantes les unes des autres. Et puis, le phénomène de concentration apparaît de plus en plus. Et donc, vous êtes de plus en plus serré, des assiettes de plus en plus petits et des prix qui vont à la hausse. Ouais. Voilà. Il y a une certaine dynamique de recherche de rentabilité qui est inhérente à la marge que se font les restaurateurs. Donc, justement, toi, comment tu te positionnes par rapport à cette problématique ? C'est extrêmement compliqué, puisque effectivement, avoir un établissement avec une capacité qui est relativement limitée, puisqu'on est à 50 couverts,
Donc les marges sont très 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 faibles. Donc l'équilibre financier est présent, mais reste malgré tout fragile. Oui. Et effectivement, il faut arriver à attirer encore plus de clients et je dirais attirer de plus en plus de clients sur le midi. Et c'est pour ça qu'en fait sur le midi, parce qu'on a une clientèle qui est professionnelle, donc une clientèle de décideurs, il y a beaucoup de contrats qui sont signés au restaurant pendant le repas du déjeuner, enfin pendant le repas du midi, pardon. Mais on a aussi beaucoup d'autres personnes qui aimeraient peut-être venir au restaurant, mais qui n'ont malheureusement pas 1 heure et demie ou 2 heures devant elles pour manger. Donc j'ai lancé là récemment ce qu'on appelle 1 heure chrono, c'est-à-dire que sur une sélection de plats, donc c'est pas des plats moins chers ou des plats au rabais, sur une sélection de plats à la carte, on s'engage donc à vous délivrer le repas sous 1 heure. Voilà. Eh ben, tu as décidé d'avoir cette différenciation par rapport à tes concurrents, non pas du coup sur le prix, mais sur un service, Exactement. un vrai service que tu rends. On mange bien avec tradition, qualité, qui Oui. sont les deux mots d'ordre du restaurant, et avec du coup cette spécificité sur le midi, la capacité à proposer une certaine C'est rapidité. ça. Et ça, effectivement, pour les professionnels qui veulent manger entre deux, qui ont un rendez-vous après, ça permet de ne pas bloquer son après-midi Exactement. pour un midi. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une belle, un beau service que tu proposes. Je te propose maintenant de regarder une autre photo de ton restaurant. Que tu peux nous en parler. Donc la carte, le tableau, hein, donc, qui plaît énormément, bah, ça fait une dynamique aussi un peu à l'ancienne. Ouais. Hein, mais bah, ce que vous avez sur la carte, sur l'ardoise, pardon, vous retrouvez également sur les cartes menus. Mais en fait, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en fait, les gens préfèrent lire l'ardoise, se lever peut-être de leur chaise, aller lire l'ardoise plutôt que de lire la carte papier devant elle. Ah, c'est marrant de voir Ouais. ce comportement chez la Ouais. clientèle. Ouais. On a aussi une autre photo donc, du rez-de-chaussée du restaurant, Ouais. où on voit donc la disposition des tables avec des banquettes qui sont, je peux me permettre, confortables. Et ensuite, on a encore le rez-de-chaussée. C'est ça. On remarque le plafond, c'est une sorte de voûte en briques, c'est ça? Exactement, ouais. Donc ça, on retrouvait ça beaucoup dans les anciennes caves, bah, dans les caves lilloises par exemple. Hein. Ouais. Donc, ça fait partie des spécificités de cette maison avec cette architecture. Vous avez même au niveau du sol hein, du bois mélangé à du carrelage, c'est quelque chose qui est quand même assez original. Et donc vous avez également donc les grosses poutres, hein, donc vous voyez que c'est du chêne, hein, les, les- les- pas dire le diamètre, mais sont quand même assez imposants. Et puis bah, vous avez cette colonne centrale. Et cette colonne centrale, comme je disais, cette maison a eu plusieurs vies, plusieurs âmes. Et ben, en fait, cette colonne centrale est entourée donc, de bois, mais de bois d'église en fait, donc, qui a été récupéré donc, par les anciens propriétaires de cette maison. Ouais. Hein, et donc, on ne le voit pas là, mais on est également donc, sur la chaise donc, en bas à droite, hein, je pense, Ouais. en tout cas de mon côté. Donc, on a une façade d'hôtel d'église. Donc, également. Ah oui, Une dans ton espèce de- restaurant, effectivement, Ouais, il ouais, y a ouais. un décor en pierre C'est ça, exactement. Ouais. qui est un ancien hôtel d'église. Voilà, et dans notre cour intérieure, hein, parce qu'on a 3 espaces, le rez-de-chaussée, l'étage et la cour intérieure, donc on a également des remerciements à Marie qui datent de 1900. Voilà. Donc, C'est ouais, hyper original d'avoir voilà. ce mobilier. On va regarder ensuite encore quelques photos Ouais. rapidement pour conclure. Bah, le bar, hein, l'accueil, forcément, donc Oui. quelques petites pompes à houblon, hein, pompe à bière. Et puis, bah, on a là aussi, moi, je suis amateur de découvrir différents produits. Quand je découvre des produits, je les fais découvrir à mes clients. En l'occurrence, je suis amateur de jeans et donc on a quelques jeans qu'on trouve nulle part ailleurs, qu'on propose au niveau du restaurant, comme certains rhums qui viennent principalement donc de Marie-Galante, mais qui sont vieillis donc à Saint-Malo. D'accord. Donc là aussi, on a une histoire à raconter au travers de l'histoire, dans le sens où Saint-Malo, historiquement, est la terre d'accueil du rhum des Antilles. Ouais. Donc la route du rhum part de Saint-Malo, et donc de pouvoir refaire vieillir des rhums en métropole pendant 3 ans, soit dans des fûts de bourbon américain, soit dans des fûts de whisky tourbé, ou dans des fûts de cognac, ou dans des fûts de sauterne, permet d'avoir cette découverte pour nos clients. Très bien. Mais écoute, pour conclure,
J'affiche donc la façade du restaurant. Écoute, Emmanuel, c'était très intéressant. Est-ce que on pourrait parler un tout petit peu sur un challenge dont tu m'avais parlé? Tu souhaitais faire évoluer la marge et le chiffre d'affaires du restaurant pour conforter un peu cette activité qui existe déjà depuis 3 ans, c'est ça que le Ouais, restaurant 2 ans et a demi, lancé oui, tout à fait. 2 ans et demi. Donc, depuis le début de l'année, comment ça s'est passé ton évolution? Donc, le challenge que je m'étais fixé, hein, donc c'était de gagner 2 ou 3 points de marge brute et d'augmenter le chiffre d'affaires, en tout cas sur l'année, de 10%. Ouais. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le contexte est un peu difficile ces dernières semaines. Donc, je ne suis pas sur la trajectoire donc, des 10% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Elle sera beaucoup plus modeste cette année. Par contre, sur la marge, normalement, on devrait atteindre l'objectif. D'accord. Donc, pour travailler justement sur cette composante de marge, il faut arriver à réduire comment dire, les, j'ai plus le terme, la nourriture qui n'est pas vendue du coup et qui, En fait, il peut y avoir effectivement 2 phénomènes, hein. C'est donc de pouvoir renégocier avec les fournisseurs donc, les approvisionnements, enfin en tout cas les coûts des matières premières. Donc également être plus efficace donc, dans les réalisations et minimiser les pertes. tout à fait, ouais. Mm. Et donc, l'objectif donc sur la deuxième partie de l'année 2025, tu penses que cette seconde partie d'année va bien se passer? L'avenir est radieux? Comment tu t'envisages les choses? Bon, dire que l'avenir est radieux, je pense que c'est un peu comme la météo dehors, hein, donc, donc le mois de juin semble déjà mieux orienté que le mois de mai. Comme la météo du reste, il va faire beau cette semaine. Ouais. Donc je souhaite que le beau temps soit présent entre le mois de juin et le mois de décembre pour nous souhaiter à tous de bonnes affaires et de faire en sorte que chacun puisse continuer son activité avec sérénité et calme. Voilà. Très bien. J'aurais bien conclu là-dessus parce que c'était très beau, c'était très bien dit. Mais tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu accueilles le groupe Odyssée dans tes locaux. Oui. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du groupe Odyssée et comment ça s'est passé cette rencontre et et comment ça se passe aujourd'hui dans le restaurant? Donc là aussi, on parle de rencontres, hein. Donc j'ai connu par ailleurs d'autres groupes business et il y a une certaine personne qui est venue me voir, qui s'appelle Olivier Durand. Il me dit voilà, je souhaite créer un groupe sur Seclin, on cherche un lieu d'accueil, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Mais dis-moi, le groupe Odyssée, je connais pas, donc dis-moi-en un peu plus. Et de fil en aiguille, donc, j'ai découvert donc, les valeurs du groupe Odyssée, donc, qui sont essentiellement sur la récurrence des rencontres, hein, et cette récurrence des rencontres va générer donc, de la confiance, et la confiance va générer des affaires. C'est-à-dire qu'on peut recommander une personne en toute confiance parce qu'on sait que le travail sera bien fait dans les délais indiqués et les contrats, en tout cas financiers, respectés. Et donc ces valeurs d'engagement, moi je les ai retrouvées dans d'autres associations dans lesquelles je fais partie. Et pour moi c'est important, on parlait tout à l'heure d'humain. Donc l'humain est important et chez Odyssée, je pense que plus que sur d'autres groupes, même si chaque groupe d'affaires a son utilité ou a sa place parce que chacun a des attentes plus ou moins différentes. Mais voilà, les valeurs, le business, l'échange, le partage font partie du groupe Odyssée. Et c'est la raison pour laquelle j'accueille ce groupe. Ça faisait aussi partie donc, du développement du chiffre d'affaires, des objectifs de développement de chiffre d'affaires de Bien, l'entreprise. parce que ça permet aussi de faire connaître, de par ces matinales où tu reçois du monde, les gens voient le contexte agréable du restaurant, ils peuvent en parler, ça crée du flux. Exactement. Et donc les réunions se passent dans la salle à l'étage. À l'étage, exactement. Donc tous les jeudis matins, donc de 7h15 à 9h. Voilà. Très bien. Et du coup, de par le groupe Odyssée, tu as fait d'autres rencontres, parce qu'il y a c'est Olivier qui est venu vers toi, et depuis, est-ce que tu as rencontré d'autres personnes avec qui tu as pu collaborer? Donc avant